Suite, on était rendu à quoi? Eh bien, on était rendu au nom, parce que tout le monde a sa façon propre à lui ou à elle de nommer son personnage. Quelle est la tienne? Est-ce que tu utilises les générateurs de noms, Vincent? En fait, je vous propose un excellent générateur de noms qui s'appelle le Story Game Name Project, que vous pouvez trouver assez facilement. Je pense qu'il est offert gratuitement sur les internets. Puis oui, je vous invite à aller chercher ça. C'est un super générateur de noms qui va vous donner des noms historiques, régionales, tout ça. Et ça a été fait de façon justement respectueuse et sensible des cultures, parce que ça, c'est une autre chose qu'on n'a pas parlé dans notre diversité, mais il y a tout cet élément de l'appropriation culturelle qu'il faut faire très attention aussi, qui est un autre débat où on pourrait en parler pendant des heures. Mais oui, c'est intéressant d'aller chercher des noms qui sont culturellement appropriés, surtout quand on joue des trucs qui sont plus modernes. Sinon, par le passé, on a déjà fait des choses horribles comme nommer un personnage de Star Wars Pringles parce qu'il y avait une boîte de Pringles sur la table. C'est tellement... C'était le pilote le plus rapide de la galaxie. Mais ouais, ce genre de truc-là, j'essaie d'éviter ce genre de choses-là maintenant. J'essaie d'aller chercher des noms qui ont en fait, autre truc qui peut être sympathique, c'est, tu sais, il y a plein de sites de noms de bébés, là. Puis souvent, tu as la définition du nom avec le nom de bébé. Fait que ça, c'est quand même cool quand tu peux aller fouiller un peu, puis aller chercher le nom de famille ou le prénom d'un personnage, puis qu'il y a comme une définition derrière que ça dit ben, tu joues un chevalier, puis ben, c'est. C'est vrai, je pense que c'est souvent ce que je fais. C'est souvent ce que je fais pour des jeux à consonance asiatiques ou arabes, bizarrement. Tu vas aller chercher quelque chose qui a un meaning, un mot qui veut dire quelque chose. Oui. C'est un bon truc. Ça te permet, ça l'aide dans la caractérisation du personnage aussi, tu sais. Si le nom de ton personnage, c'est. Le meilleur exemple de ça, Siamak, mon personnage de Dungeon World avec Pilule Rouge, c'est. Je me souviendrai plus, je pense que c'est thaïlandais ou quelque chose comme ça. Mais c'est c'est un dieu. C'est le nom d'un dieu hindou. C'est un nom d'une des différentes religions hindouistes. Des différentes. C'est pas des sectes, mais en tout cas, c'est un dieu, c'est le nom d'un dieu que je suis allé chercher sur Wikipédia rapidement. Je suis allé chercher dieu du feu, associé au feu, puis tout ça. Puis j'ai pu sortir ce nom-là de cette façon. OK. Next. On est rendu à 31. Oui, en effet. Je pense qu'on va les faire. On se rend-tu à 40? On est-tu fou de même? Ça dépend de ta disponibilité, mon cher. Oui, mais c'est possible qu'on le fasse. Tant qu'il en reste 12, là. Ouais. Bonne nuit, Dragon Elvish. Au pire, on va juste se parler, toi puis moi, Marc. Il ne restera plus personne, puis on va se jaser. Il reste encore 5 personnes. Oui, c'est ça. On a quand même du plaisir. Donc, merci d'être là. Il reste moi, toi, puis 3 bots russes. C'est ça, exactement. Donc, allons-y avec la prochaine question qui est assez intéressante. Oui. Comment est-ce que tu gères la romance et la sexualité dans les jeux de rôle? Eh bien, tu sais, Marc, on peut s'en parler de notre dernière partie de Monster Parle-moi-en, non, je la sens, ta grosse réponse. C'est quelque chose que, historiquement, plus jeune, c'est quelque chose que j'essayais d'éviter, entre autres. Ah oui, et pourquoi? De par peut-être à une autre époque, à mon shyness, ma timidité par rapport à ça. C'est quelque chose que je trouve qui plus à une époque, maintenant je suis un peu plus ouvert à travers tout ça, mais c'est quelque chose qui à une certaine époque était très... j'étais très mal à l'aise avec ça parce que c'était comme pour moi, c'est la romance, puis les relations, puis tout ça, puis la sexualité, c'est quelque chose de bien privé. C'était quelque chose que tu gardes chez vous, puis c'est pas quelque chose que tu jases avec les autres. Puis j'ai jamais été le gars qui était comme puis je l'ai fourré, j'ai jamais été ce genre de gars-là, tu sais. Personne qui est le même, voyons donc! Mais tu sais, fait que j'étais comme un peu mal à l'aise avec ça, puis après,
puis plus j'ai pris de l'assurance dans ma vie adulte et tout ça, moins j'ai de problème à en parler. Puis tu sais, je suis très, très assumé dans mon hétérosexualité. Tu sais, j'aimerais ça être queer. Tu sais, je me dis, hey, ça serait cool, je serais trendy si j'étais T'es-tu queer. sérieux? Mais je suis très. C'est rare, j'entends Ben, ça. tu sais, j'ai plein d'amis cool qui sont queer, mais non, je suis bien hétérosexuel et bien blanc et bien cadré dans une vie de monogamie. Et je suis bien là-dedans, tu sais. Fait que, tu sais, en même temps, tu sais, je peux comprendre, tu sais, je fais des jokes en disant j'aimerais ça être queer, parce que je sais que c'est pas nécessairement super facile non plus de l'être dans la vie. Mais j'ai plein d'amis, puis je respecte ça énormément ça, puis j'ai plein d'amis qui sont queer et LGBT et plus et autres. Et puis, mais ouais, fait que j'ai comme, je trouve ça cool, finalement, de parler de romance dans le jeu de rôle, si on revient au jeu de rôle et à la sexualité dans le jeu de rôle. Euh, je ne suis pas du genre à faire du jeu de rôle sexuel, là, tu sais, genre de rentrer dans les détails de toutes les... de tous les. Il est presque rendu 11 heures, on peut en parler. Tu sais. Mais ouais, je suis pas. En plus, on est vendredi. Qu'est-ce qu'on fait le vendredi, Marc? Sais-tu? Moi, vendredi, je joue à 10. Non, c'est vendredi, on fait l'amour. C'est ça qu'il faut dire au Québec. Ah. Mais non, mais ouais, c'est une joke, une joke par rapport. Mais non, mais pour vrai, c'est genre. Non, c'est ça, je suis quand même pas mal la plus à l'aise. Puis c'est intéressant, en fait, de peut-être explorer justement des éléments. Tu sais, on parlait de diversité, mais c'est un des éléments de la diversité. Peut-être que d'explorer des amours différents, des romances différentes et une sexualité différente à travers le jeu de rôle, je trouve ça intéressant maintenant. Tu sais, j'en parlais de Starcross un petit peu plus tôt. J'allais justement t'amener ça, oui. Où c'est intéressant de jouer. Puis tu sais, il y a plusieurs jeux il y a plusieurs jeux indépendants qui vont dans qui jouent depuis les dernières années, je te dirais les 2-3 dernières années, il y a beaucoup une notion de consentement, de consent. Puis il y a plusieurs jeux qui vont jouer sur ce point-là, puis qui vont justement amener des éléments de romance et de sexualité et de jeux de séduction entre joueurs, entre personnages, mais aussi entre joueurs, vraiment dans l'optique du consentement. Puis ça, je trouve ça super intéressant, ce genre de jeu-là. Puis c'est quelque chose que j'ai peut-être pas exploré énormément, mais que j'ai le goût d'explorer. D'avoir des. Tu sais, je pense que c'est le cas dans StarCross, mais sinon, je prends un exemple dans. Merde, j'essaie de me souvenir. C'est un des jeux de Vincent Baker. Qui est un genre de party game. Je ne pourrais pas te dire le nom, malheureusement, ça ne me viendra pas. Mais où c'est un jeu où, tu sais, mettons, ce que tu poses comme question aux autres joueurs, c'est, mettons, I would like to take your hand, may I? Puis là, c'est soit oui, ok, c'est juste dans le roleplay qu'on fait ça, que je te prends la main, ou même tu peux aller, c'est une des façons de jouer, c'est que tu peux jouer un peu en mode GN, dans le fond, en mode grandeur nature, et là, l'autre personne te donne la permission. Puis il y a comme cette espèce d'élément de flirt, mais avec consentement, que je trouve intéressant et c'est quelque chose que je suis curieux d'explorer un peu plus, en fait, dans mon jeu de rôle. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement fait quand j'étais plus jeune, je te dirais. Est-ce que tu as déjà joué à Kagematsu? Non, j'ai jamais joué. J'en ai entendu parler beaucoup, mais j'ai jamais joué. On y a déjà joué avec les aventuriers, avec Étienne, Philippe et Karine. Et c'est d'ailleurs elle qui jouait le personnage de Kagematsu. Oui, parce que t'as pas le choix, hein, c'est ça. C'est que le personnage du samouraï moment doit donné, être absolument joué par une fille et les courtisanes doivent être absolument jouées par des hommes, je crois. pas nécessairement, mais c'est recommandé OK. s'il y a une femme à la table Mhm. qu'elle joue le personnage de Kagematsu. Justement, pour pouvoir explorer le... Mais c'est parce que tu dis comme c'était quelque chose que tu voudrais explorer. Mhm. Un jeu comme Kagematsu, moi, je te le conseille énormément. Tu sais, comme un autre jeu aussi comme Good Society que je trouve intéressant, qui est un autre style de romance, mais tu sais, on est dans la romance Oui. encore, que je trouve intéressant. Tu sais, c'est toutes des choses que je trouve intéressantes que j'amène de plus en plus dans mon jeu. Puis c'est pas quelque chose que je faisais nécessairement étant plus jeune dans mon expérience rôlistique. Ouais, puis c'est vraiment le genre de romance
qui est pas, tu sais, parce qu'on parle de sexualité, mais qui est pas physique. C'est vraiment la romance, mais qui est toujours subtile, qui est toujours... tu vas très, très, très rarement dans le ah, ben, je vais te caresser ou mais très, très, très rarement. Des fois, c'est seulement comme via des lettres, Ouais, c'est ça. des C'est lettres écrites. un truc vraiment intéressant à explorer aussi. Différents niveaux de romance. La 32? Oui, sur un tout autre sujet, on part de la sexualité. Maintenant, on va retourner à quelque chose de vraiment classique et traditionnel et crémeuse, comme tu les appelles. Euh, Tu sais, vraiment, parce que là, on parle de D&D. C'est quoi ta bébite préférée? Ta créature de prédilection? Puis encore là, c'est peut-être pas nécessairement dans D&D, ça peut être dans un autre joueur. Est-ce que tu as un genre de personnage ou, Mhm. que tu aimes inclure dans tes parties? En fait, c'est une créature qui est super efficace à Dungeon World, mais c'est une créature que je ramène aussi pour le shock factor, je te dirais, que j'aime beaucoup dans des trucs fantasy ou même sci-fi, là, quand on est dans le léger, mais que pour ramener un shock factor, c'est l'espèce de... dans Warhammer, ça s'appelle un Chaos Spawn. C'est l'espèce d'amas de chair, de bras, d'œil, de jambes, de face, cette espèce d'amalgame d'un paquet de corps, tout pogné ensemble, que j'aime beaucoup parce que il y a plein de possibilités avec ce genre de bébite-là, ne serait-ce que dans la description de la bébite, mais aussi dans les choses qu'elle peut faire, qu'elle peut agir, dans cette capacité qu'elle essaye peut-être d'intégrer certains des joueurs, des personnages à travers sa masse immonde et complexe. Puis, fait que mécaniquement, il y a des affaires le fun, puis narrativement, il y a des affaires le fun à faire avec ce genre de bébite-là. Fait que ouais, c'est l'espèce d'amas de chair vivant, mort vivant peut-être, que j'utilise. Et à l'inverse, y en a-tu une que t'aimes vraiment pas utiliser, puis que quand t'es joueur, puis qu'il y a un maître de jeu qui amène ça, t'es comme « Oh, come on! » Pas une créature en particulier, mais un type de créature. La créature qui va limiter les agissements d'un joueur. Une créature qui fait de la possession, qui paralyse. Étrangement, je m'appelle Tyranneuil. Mais oui, les rayons paralysants et autres. Ouais, ok. C'est une créature qui va forcer un jeu créatif, ça peut être intéressant, qui va forcer une façon d'amener d'attaquer le problème. Ici, attaquer est entre air quotes. D'attaquer le problème de façon différente, ça peut être intéressant, mais une créature qui ne fait que briser l'agentivité des joueurs, moins. J'embarque moins dans ce genre de truc-là. Ok. Et je vois la fin. On est rendu à 33. Il en reste de Ouais, moins en on moins. arrive bientôt. La prochaine question, encore là, beaucoup reliée à des jeux traditionnels du type Donjons et Dragons. Des jeux vinaigrés. Ouais, des jeux vinaigrés. Les classes et les archétypes. Un petit peu tantôt, on parlait des alignements. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est utile ou bien c'est quelque chose, c'est pas vraiment utile? Est-ce que c'est utile ou ça te limite, toi, dans ton... Les archétypes en tant que tels ou les classes ou des trucs comme ça. Ouais. Je suis le genre de gars, puis j'ai découvert ça à travers les PBTA, je suis le genre de gars qui aime une prémisse très, très claire et très pointue et précise. Plus le jeu t'amène une prémisse de jeu qui est déterminée et pointue, plus j'ai du plaisir à jouer parce que c'est clair qu'est-ce que tu es supposé de jouer. Donc, puis je trouve que je vais utiliser le mot playbook. Ici, on utilise archétype dans la question, mais je pense que c'est la même chose. Les classes sur le playbook. Si tu as des types de personnages, des personnages qui sont très, très typés, tu joues un exemple que je peux te donner, tu joues à un jeu de cowboy du Far West où tu es dans une petite ville qui doit survivre à une catastrophe, mettons. Puis que, ben, tu as un jeu t'as l'archétype du prêtre, tu as l'archétype du shérif, tu as l'archétype de la dame qui tient le saloon, tu as l'archétype. Tu sais, tu viens placer les acteurs. Moi, c'est le côté
Mon Dieu, bonjour. Rogerio Lemem, bienvenue, merci. Merci, que je suis content que tu aimes ma voix. Mon Dieu, tant d'amour. C'est le fun. Je t'invite à souscrire à ma chaîne. Si t'aimes à jouer, pas nécessairement à souscrire, mais au moins à follow. Allez cliquer sur le petit cœur en haut si tu aimes ma voix et que tu veux en entendre plus. Et puis je peux Tant même qu'à te donner faire. 5 heures, donne-en un en haut. Oui, et je peux même te faire du ASMR si tu en veux plus. Mais bon, mais merci. Pour revenir à mes moutons, de quoi on parlait déjà? Genre, tu vois, tout cet amour m'a Ben oui, rendu des classes et des Oui, des archétypes. archétypes. Mais c'est ça. Toi, des elfes paladins, là. Hein? Ouais. Parle-nous de ça. Ben, non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, je suis pour un archétype, pour les acteurs, en fait. C'est de typer les personnages acteurs. Merci, Rogerio. L'MS, merci de me suivre. Si tu veux inviter d'autres gens à me suivre quand j'atteindrai 100 followers, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un 12 heures de stream en non-stop et on va faire tirer les prix puis tout ça. Ça va être fou. Tu as juste à suivre les notifications. Tu sauras quand ça arrivera. Ça va arriver quand même plus vite que je pensais, je pense. Ça devrait arriver cet été. Donc, merci beaucoup d'être là. Donc, oui, ce que je disais, c'est que si on est capable de mettre les clichés de personnages, tu sais, moi, encore là, mon background de cinéma, mon background de film, d'analyse cinématographique me fait dire, ben c'est cool, si on est capable de mettre les clichés, puis on est capable de vraiment placer les bons personnages aux bons endroits, c'était super important d'avoir des archétypes qui sont hyper typés puis qui vont contribuer à l'histoire qu'on veut raconter. Voilà. OK, yes. Prochaine question. Oui. Numéro 34, la mort. Death. Mm-hmm. Comment tu gères la mort en jeu de rôle? Je crois que la mort doit être possible, doit être une conséquence de la fiction. Je crois que c'est ça qui est important, c'est que je ne suis pas pour une mort qui est soudaine et injustifiée. Je suis pour une mort qui est la conséquence d'une action qui a été clairement bien expliquée par le maître de jeu ou par la situation. Tout le monde à la table a bien compris la chose qui a provoqué cette mort. Je ne suis pas pour une mort sur un fumble ou un mauvais jet de dés ou un jet de dégâts trop élevé. Heureusement, à Donjon Dragon 5e édition, entre autres, on se rend compte que on a les death saves qui viennent un peu pallier à tout ça parce que c'est pas tu meurs pas genre juste systématiquement parce que j'ai roulé j'avais 3d6, j'ai roulé 18 sur mon jet de dégâts, fait que tu es à 0 point de vie et fais-toi un autre personnage. Après, on en a vécu même dans des PBTA, des morts dans les 3-4 dernières games. C'est bizarre parce que c'est dans les 2 dernières semaines qu'on a vécu plein de morts dans des PBTA. Faut que ça soit intéressant, je pense. C'est un peu poche d'avoir l'espèce de mort sans spotlight. Tu sais, de faire comme ben non, finalement, ton personnage est mort, fais-toi un autre. T'sais. Puis. Ben, ça, c'est le genre de truc que tu remarques que ça arrive beaucoup dans les old school ou dans le OSR. Là. Mais ça fait Donc, toi, c'est quelque chose que ça te titille, ça? T'aimes pas ça? Dans l'OSR, ça fait partie de la prémisse. Ça fait, tu sais, quand tu as 3 points de vie, tu joues en conséquence que tu as 3 points de vie, puis tu sais que le monde est hyper deadly. Ça peut être intéressant de le vivre comme ça. Encore là, je parlais de Dungeon Crawl Classic. Je ne sais pas si tu connais un peu ce jeu, Marc, mais c'est un jeu où, normalement, une des modes pour le jouer, le mode de base, en fait, pour jouer à ce jeu-là, c'est de jouer avec 3 personnages de niveau 0. Et tu commences, tous les joueurs ont 3 personnages de niveau 0 quand ils commencent à jouer. Et tu pourras avoir un personnage de niveau 1 seulement si un de tes 3 personnages de niveau 0 survit la première aventure. Et quand on dit niveau 0, c'est des bouseux. Ils ont un des 4 points de vie. Ils n'ont pas vraiment d'armes. Il y a genre t'as une pioche ou une pelle, un poulet, puis t'es un fermier, puis t'as 4 points de vie. Puis ça, t'es fort, t'as 4 points de vie. Peut-être que t'en as juste 2. Puis là, tu les lances dans une aventure, puis c'est démerde-toi pour, de façon créative, réussir à survivre.
c'est intéressant, mais parce que tu joues un mid-grinder, un funnel, et c'est bien placé au départ. Mais si la prémisse, c'est que tu joues des héros très puissants et tout ça, puis ah non, t'as fait un fumble, fait que tu glisses sur une peau de banane et tu te casses le cou, t'es mort, fais-toi un autre personnage. Non, merci. OK, question comme ça. Moi, j'ai découvert un jeu, il n'y a pas longtemps, que toi, probablement que tu connais déjà. Macchiato Monsters. Est-ce que tu as déjà joué à ça? J'ai pas joué encore. Je connais le créateur et je sais que notre amie commune, Evelyne, est une Mhm. grande fan de ce jeu. Je connais le créateur, Eric, je vais me massacrer son nom de famille, Nieudan, je crois. Je pense que c'est Near Den. Mais, Nieudan, ok, c'est ça, ouais, OK. Mais on qui est s'excuse si on l'a mal ouais, prononcé. On l'a probablement mal prononcé, mais donc on qui est s'excuse. super intéressant en fait ce qu'il apporte comme nouvelle mécanique d'OSR puis tout ça, puis comme c'est rafraîchissant en fait son take sur l'OSR. Mais oui, tu voulais en venir. Ben, c'est que tu parlais justement que tu sais, c'est quelque chose d'intéressant quand ça fait partie de la prémisse du jeu. Puis moi, je vais t'avouer là, que c'est quelque chose qui ça m'énerve. Dans le old school, puis même dans des Donjon 1, Donjon 2, moi, c'est le genre de truc que je m'attache pas au personnage. Mhm. Fait que je pars vraiment comme dans un jeu comme ça. Moi, je pars en comme oh, là, ouais, me créer il s'appelle Raoul, puis c'est un fermier, puis tu sais. Là, je suis vraiment comme je m'en calisse parce qu'il va mourir à première bébite. Ouais, Fait mais que je m'attache pas, puis je suis comme puis là, le moment où Raoul, avec sa pioche, sa faume, sa fourche, je veux dire, réussit à survivre à une horde de 5 gobelins puis de 3 gras géants, de peine et de misère, en se sauvant dans le donjon, c'est là que tu bâtis des histoires. C'est comme ça que ça fonctionne, l'OSR. L'OSR, ça marche beaucoup sur le hey, tu te souviens-tu de la fois où on s'est retrouvé devant 3 gobelins? Puis là, il y avait une trappe de profondeur de 10 pieds en arrière de nous autres. Puis là, fallait que tu sautes par-dessus. Puis là tu as roulé juste de justesse. Puis là, je t'ai attrapé de la dernière minute. Puis c'est vraiment dans. Ça vit ouais, beaucoup mais dans ça. Ça vit beaucoup dans le. c'est-tu le seul moment où c'est arrivé, ça? Dans Macchiato Monsters. C'est pour ça que je voulais t'amener à ce Ouais, jeu-là. Ouais, mais c'est ça. Fait que c'est là que ça vit l'OSR. C'est vraiment dans le. ok. euh, on s'en est sorti par la peau des dents. Puis c'est live to tell it. Mais moi, ce que j'aimais beaucoup faire de l'OSR en mode table ouverte, en mode où justement tu peux avoir plusieurs personnages. C'est pas grave si ton autre personnage. Les personnages sont tellement faciles à faire, c'est tellement rapide que c'est pas grave s'il est resté dans le donjon. Ben là, tu repars avec un autre groupe d'aventuriers. Ça bouge, puis ça devient un setting vivant. Je trouve ça très intéressant pour ça parce que justement, c'est pas tant les personnages que le ensemble cast, puis que l'environnement qui devient le personnage principal du jeu. Question bonus, la numéro 34. Oui. Raconte-moi une mort, tu sais, quelque chose de mémorable là, qui t'est arrivé d'un de tes personnages. Puis, comme tu as été souvent maître de jeu, je te donne l'occasion de. Ça peut être un des personnages non-joueurs que tu as eu dans une de tes parties. Salut Angeliver. Hey, Merci. salut! Ben, ok, c'est correct. T'as le droit de dire que. Coucou YouTube. Hein? Ok. Continuons. Qu'est-ce que je disais? Ah, une mort d'un personnage. Hey, ça, on a parlé beaucoup de la mort ce soir. Euh, Oh, mais je suis sûr qu'il y a un de tes personnages qu'à un moment donné, dans une de tes parties, qui est mort, puis comme, à un moment donné, on est là entre joueurs ou joueuses, puis là, on raconte au personnage, puis tout est là comme ah oui, moi, là, il y a tel personnage qui est mort, il faut que je vous raconte ça. Fait que vas-y, c'est le temps, là. Raconte-nous une anecdote de ouais. personnage qui est mort. Je suis certain qu'il y a un de tes personnages qui est mort que c'est vraiment mémorable. Ouais, attends une minute. J'ai juste une petite chose à faire ici. Hein. Vas-y, vas-y. Je te laisse faire le petite chose en question. Et on vous revient avec
avec une anecdote bientôt qui va être là. Oui, bon, excusez. C'est la première fois que je fasse ça. C'est la première fois que je fasse ça dans un de mes streams, Marc. C'est dommage, hein? Bon. Ça m'est déjà arrivé souvent. Coudon. Est-ce que c'est la première fois qu'on peut voir la mort d'une personne qui débarque comme ça? Il y a des gens qui ont le pouvoir facile, hein? Qui ont des montées de pouvoir, que ça leur monte à la tête rapidement. Dans le fond, la mort d'un personnage, je sais. Un personnage, je sais pas. Ça t'est déjà arrivé qu'un de tes personnages soit mort? Ah oui, ça m'est arrivé. Est-ce qu'il y en a une de ces morts qui était vraiment digne de mention? C'est comme, pas juste comme, il est mort sur un piège de kobold, puis that's it. Non, vraiment comme quelqu'un que, ça c'est une mort mémorable. J'essaie de penser. J'ai comme pas d'exemple vraiment direct qui me vient en tête. On a déjà parlé de la mort à Dungeon World, qui est toujours intéressante. Des choix, puis tu sais, de la description de ce que tu vous. De ce que tu. En fait, de donner. En fait, puis ça revient à. Je rebondis sur l'autre question qu'on avait avant, je pense. À un moment donné, on en a parlé, je ne sais plus, les questions se mêlent, Marc. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais dans le fond, quand on parlait de... en fait, c'est important de s'assurer que le joueur a un moment de mort qui est gratifiant. Il peut se permettre d'avoir un épilogue à sa mort. Je pense que c'est peut-être les moments que je me souviendrai sans nécessairement te raconter une histoire d'un de mes personnages en bonus qui est mort. C'est les moments où ça m'a permis de pouvoir faire un épilogue de... Ah, mais non, j'en ai un exemple, en fait. J'en ai un exemple à The Sprawl. The Sprawl, tu jouais avec moi en plus. Justement, quand on a terminé cette partie-là et que mon personnage s'est sacrifié, puis je vous invite, je pense que c'est encore sur le YouTube de Pilule Rouge, cette partie-là, je pense. Ou être sur Les Aventureux, je ne sais plus. Je pense qu'elle est en... diffusée, oui. Oui, puis je pense qu'elle est en podcast. Es-tu en podcast sur Les Aventureux? Il me semble qu'elle est en podcast audio monté et diffusé et disponible sur lesaventureux.com. Avec plein d'effets en plus, plein d'effets spéciaux, c'est vrai. Fait que c'est ça, dans le fond... ce moment où mon personnage, qui est un cyborg hyper jacké, plein de cybernétique, robot, qui a vécu la guerre, qui est un peu PTSD de tout ça, se sacrifie pour sauver les autres joueurs et qui, dans le fond, qui se pitch avec ses guns puis qui tue plein de monde qui essaie d'attaquer puis des gangs qui essaient d'attaquer tout ça. C'était quand même épique. Puis justement, c'est une mort qu'on a racontée en épilogue. Justement, c'est ça qui m'a fait allumer que c'était vraiment une situation. Puis je vous invite à aller voir ça. En plus, Christophe nous a monté ça avec des effets spéciaux, ma foi. Comme ça. Et puis, dans le fond, fait que je pense que si j'ai à répondre de façon un peu de côté sur cette question-là, c'est de dire, prenez le temps de donner un épilogue à vos personnages qui meurent. Prenez le temps de leur... Laissez-les mourir. Donnez-leur le spotlight quand ils vont mourir. C'est ça mon conseil. On est rendu à 35. Question numéro 35. Ça, c'est ça, c'était dur, ça. Parce que c'est une question qui est difficile, vraiment. Parce que, là, vois-tu, là, pour le reste de ta vie, tu as le choix. Soit que tu es MJ, soit que tu es joueur. Mais tu ne peux pas être l'autre. C'est quoi ton choix? Est-ce que tu préfères être un MJ pour le reste de ta vie ou être un joueur pour le reste de ta vie? Et tu n'as pas le droit de cheater. J'allais faire un cheat parce que tu sais que le MJ, c'est un joueur, fait que je préfère être MJ. C'est... Mais sans la joke, oui, je préférerais être MJ parce que de par ma façon de jouer à des jeux de rôle.
On en a parlé. Je suis une personne qui veut raconter une histoire et qui veut conter une bonne histoire, qui veut raconter un bon film, qui veut amener quelque chose de poignant, qui est vraiment story focus. Puis je pense que c'est en étant MJ que c'est plus facile de faire ça encore, malheureusement, à travers les jeux auxquels on joue. Le MJ a quand même encore plus de charge narrative. Il peut plus se permettre de raconter une belle histoire. Fait que je pense que je serais plus MJ que joueur. Et pourtant, présentement, je suis 90% joueur. Est-ce que ça te manque? Oui, terriblement. Mais j'ai plein de projets, c'est juste le temps qui manque. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets. C'est ça. Oui. Tandis que quand je suis joueur, je peux juste me présenter puis jouer. C'est la différence.